Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien ? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand what Karanai Taro. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de Jordan Philippe. Parce que ça va très vite, ça va très vite. On est là tous les deux. Ah oui. Roman Reigns qui est passé par-dessus la troisième corde. C'est pas tout, regardez. Dive. Oh, ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Catchacast en direct avec votre hôte Mehdi, aka Mehdi de M le Mehdi. Vous me retrouvez sur Twitch tout au long de la semaine. Venez retrouvez-nous sur le M le Discord, incroyable lieu. On se retrouve, on parle de catch, parle de plein de choses. Mais là, c'est pas la question. Enfin, si, il est question de catch. Est-ce que c'est ça le Catchacast ? C'est ça. C'est Félix et Félix est avec moi. Salut Félix. Salut. Et on s'est dit, voilà, on se retrouvait pour regarder effectivement des shows de catch en tout genre. Et Félix, joyeusement, nonchalamment, m'a dit, bah écoute, et si on enregistrait un truc ? Ça pourrait être cool. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un truc chill face à face. Ouais, et toi, t'es vraiment trop chill, quoi. T'es vert, t'es écolo, t'es France écolo. Non, parce qu'en fait, Félix est en train de découvrir les joies de gérer son propre niveau de son. Ça me perturbe beaucoup. Ça le perturbe, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on devient un pro, ce que tu es déjà. Mais ça permettra d'aller encore mais si plus haut. je le suis déjà, comment je le deviens du coup ? Bah, ça veut dire que je deviens un pro plus ? Pro plus, premium. Ah, premium. Premium. Et en parlant de premium, on va essayer de vous parler de catch premium, ou en tout cas de ce qu'on a vu, de ce qu'on a bien aimé. On va... Je sais pas, moi je te propose simplement, et puis après on verra où ça nous emmène, de passer sur les deux shows qu'on a regardés ensemble. On a regardé le dernier Rampage, donc en date d'aujourd'hui, nous sommes le 31/10 quand on enregistre, ce qui fait que il date d'il y a 2 jours, donc le 29. Voilà, alors, on est bon, hein. Vous avez vu les maths, on n'est pas encore des pros en podcast, mais par contre, les maths n'ont plus de secret pour nous. Et il y avait pas mal de jolies choses, notamment le match d'ouverture, deux de nos boys, hein. Je vais donner le mien, tu donnes un autre. Contre mon boy. Voilà. Danielson contre Eddie San. Voilà. Donc Eddie Kingston pour le nommer parce que apparemment Félix s'amusait beaucoup de m'entendre dire Daniel San pour les plus vieux, Karate Kid, tout ça. Voilà, vieux, Maître merci. Miyagi. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est ça de porter la moustache. Et bah voilà, écoutez, match très efficace. Je pense que moi je vais pas m'étaler bien longtemps. On y croit, même si oui, très coloré au niveau des pecs. Oui, c'est vrai que Sieur Kingston a son Marcel, donc ça masque un peu une partie du creux des pecs, mais Danielson, comme je disais, aka Daniel Bryan, pour ceux qui n'ont pas encore fait le saut entre la WWE et la EW, s'il en reste encore, les trois du fond. Et en tout cas, sachez que ses bottes et son slip se sont retrouvés assortis à ses pectoraux. Oui. Voilà. Donc allez regarder des screens si vous êtes trop sensible, ou regardez le match, parce que très chouette, bonne psychologie globale, vraiment Eddie Kingston, moi depuis que Félix m'en parlait avec des étoiles dans les yeux il y a quelques années de ça, j'ai commencé à me renseigner, et puis voilà, j'ai vu la carrière de l'homme, notamment par quelques récaps, notre ami philippin, que un jour peut-être à cause du Covid et tout ça, nous arriverons à contacter, mais voilà, regardez-vous, il y a des très belles choses, notamment il y avait une rivalité Kingston Cesaro à l'époque, je sais plus quel était son nom. Oui, à la Chicara, il y a longtemps, mais voilà, quand je dis je me suis renseigné, j'ai repris les bases de chez base. Et voilà, que je vais pas faire plus longtemps, je te laisse la parole sur le match. En plus, il y avait c'était pas juste un match comme ça, il y avait c'était dans le tournoi qui va déterminer le prochain challenger. Tout
à fait. Pour le titre de la On recontextualise. Et donc il y avait tout un truc sur Bryan qui provoquait Eddie sur Oui. ouais, tu taffes pas assez, c'est pour ça que tu perds, tout ça pour le sortir de ses gonds. Et du coup il a été vachement agressif envers Bryan pendant le match, et Bryan en rajoutait une couche par-dessus, surtout que Bryan il a toujours eu un côté un peu moins à la WWE, mais quand il était heel si, mais sinon il a toujours eu un côté un peu, tu sais, genre j'aime bien faire mal, j'aime bien il cherche à sticoter les gens. Ouais, et donc il en profitait quoi, et jusqu'au bout d'ailleurs, parce que il l'a mis KO avec des coups de coude dans le crâne, alors que Eddie lui faisait un doigt d'honneur, donc c'était assez fort. Et puis je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois que Bryan gagne un match là à l'AEW, c'est toujours avec une prise de soumission, et toujours avec une prise différente. Oui. T'en penses quoi de ça déjà ? Bah moi je suis déjà, de toute façon je suis forcément un homme heureux, comme disait William Scheller, parce qu'il est à la EW maintenant, et aussi oui pour comment, enfin quand je dis comment il arrive à se renouveler, non, en réalité vu qu'il a carte blanche, on savait que c'était possible, comme plein d'autres catcheurs qui étaient bridés à la WWE ou ailleurs. Faut pas charrier, il n'y a pas que la WWE, mais c'est quand même ceux qu'on connaît le plus qui ont une tendance à verrouiller leur talent fâcheusement, et non, moi je suis très très content effectivement de ce qui est fait. J'avais un tout petit a priori. Moi je vais faire un crossover avec l'autre énorme tête d'affiche qui est arrivé un petit peu avant, et l'autre qui est arrivé simultanément, à savoir donc respectivement CM Punk et Adam Cole Baby. Et en l'occurrence je trouve qu'ils gèrent vraiment bien leur truc, ils arrivent à me surprendre. Pourtant ces deux gars alors CM Punk un peu moins, on vous renvoie vers le fabuleux numéro mené d'une main de maître par Félix avec Sabrine et notre ami Mathieu, vraiment très très chouette. Moi j'étais très content d'écouter ça, même de loin je me suis régalé, et si vous voulez en savoir un peu plus ou même découvrir CM Punk, c'est très très ludique, pédagogique, voilà, ludique, pédagogique, comme vous voulez. Et en gros pareil pour Adam Cole, je le vois effectivement avec un rythme ou des gimmicks qui sont un peu moins mécaniques, plus proches par exemple de ce qu'il avait du côté PWG voire ROH. Donc moi peut-être parce qu'il est moins dans un carcan de heel leader de faction. Là il peut faire un peu le rigolo s'il a envie et tout ça. Mais je trouve que Adam Cole c'est celui qui a le moins changé. Oui. Après parce que tout à fait d'accord. Lui il catchait régulièrement avant. Bon, Bryan il a eu une petite pause, mais il a quand même catché jusqu'en avril à la WWE avec WrestleMania et compagnie. Et lui il a vraiment repris son pas son gimmick rythme, mais son attitude, sa vibe Ring of Honor, où voilà, encore une fois il peut être un peu plus sadique, etc., alors qu'il est pas forcément un méchant dans mais il est libre quoi. Mais CM Punk, mais tu vois pour le coup il a changé, c'est pas le même gars qu'on a, alors qu'Adam Cole je trouve qu'il est toujours à peu près dans la même veine, et bon CM Punk c'est très différent aussi parce qu'il avait pas catché depuis 7 ans, il y avait forcément des trucs un peu neufs, et puis là c'est le retour du Messie, donc il est encore en état de grâce, très chevalier servant. Enfin il a même défendu, je sais pas si t'as vu, je crois que c'était au dernier Dynamite ou avant, il avait défendu un no-name juste parce qu'il se faisait bolosser par Bobby Fish, donc puis leur match après c'est bien, ils sont très différents tous les trois quoi. C'était ma grande crainte, mais je pense à la crainte de beaucoup de monde, mais non ils arrivent vraiment à articuler ça très bien. Pareil pour Andrade, enfin là il y a une touchons du bois, il y a une belle alchimie, et puis moi j'ai des aspects, alors c'est ce qui est toujours intéressant, c'est ce que je vous dis souvent dans le catch à casse, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment une culture du catch à géométrie variable parmi celles et ceux qui nous écoutent, et c'est ça qui est cool. On est content d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire des retours concrets, on le demande pas forcément spécifiquement, mais nous c'est bien de savoir, un, que vous nous écoutez, et puis deux, ce que vous pouvez attendre aussi sur les émissions. Mais voilà, moi je m'estime toujours un petit peu comme on va dire
à la périphérie de la culture du catch, c'est-à-dire je suis pas à la ramasse, mais je suis pas non plus aussi pointu sur les références. Par exemple, quand je vais chercher sur telle ou telle faction, je vois que typiquement Michael ou toi, vous allez être beaucoup plus avec des souvenirs encore plus frais de l'attitude Era que j'ai pu en avoir, qui moi sont plus parcellaires ou sur telle ou telle autre faction. Donc c'est bien, ça donne, je trouve, un bon rapport, et ça me permet de revenir à l'AEW où je trouve que c'est un très bon équilibrage. On peut avoir les codes, par exemple s'amuser de voir Adam Cole qui se fait faire 2 bisous sur les joues par les frères Jackson, qui était un truc assez emblématique, mais là décalé de son truc initial, et de pas forcément connaître le code du Bullet Club de l'époque. Enfin bref, voilà, je pense que les gens ont un peu compris. J'ai dit c'était drôle parce que j'ai cru que t'allais parler, tu sais, du fait qu'à un moment, je crois que c'est dans le match Halloween, non, c'était un autre match peut-être, avec le Dark Order, où il se fait embrasser par John Silver et Alex Reynolds, où il est en wow, qu'est-ce qui se passe? Non, ça aussi c'est formidable. Non, il y a vraiment du très bon catch, et un truc que j'ai pas ressenti depuis un paquet d'années, sauf avec Toru Yano, mais ça c'est mon coup de cœur, c'est un de mes boys de la vie. En fait, je me marre très souvent à l'AEW. Je m'amuse vraiment. J'ai vraiment, au-delà du plaisir catchesque, je m'amuse. À l'AEW, en général, j'ai 3 émotions. J'ai ha le rire, j'ai l'étonnement choqué, genre wow, amazing, genre Dante Martin qui nous fait des trucs de c'est incroyable, et sinon c'est oh là 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 là, et en général ce oh là 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 de consternation, c'est ça rime, c'est la même lettre, c'est Cody quoi. Encore une fois, là, bon, moi mon émotion pour Cody c'est pardon. Mehdi l'a pas vu, mais au dernier Dynamite, il nous a fait encore une promo confessionnal, promo justification. On dirait vraiment un homme politique, tu sais, c'est un homme politique détaché du peuple, et où il y a un quiproquo entre le peuple, entre guillemets les fans, et lui, et où il a fait une promo où il dit je te la résume, où il dit je vous ai entendu, j'entends. Je vous ai compris. Complètement. Mais vraiment, c'est une bonne remarque en plus. Mais c'est une bonne comparaison. Charles de Rhodes. Cody Gaulle. Mais ouais, Cody. Mais il dit je vous ai entendu, j'ai entendu vos huées. Et effectivement, j'ai pas tout mérité. Dans ma vie, j'ai pas mérité la plus belle femme du monde, j'ai pas mérité ma fille, j'ai pas mérité mon frère qui est meilleur que moi, j'ai pas mérité mon père que je suis à la trace depuis, mais que j'arrive pas à m'élever à son niveau. Je mérite pas Arn Anderson, mon coach, qui est une légende, et c'est un honneur d'être avec lui. Enfin voilà, en gros, grosse culpabilité comme ça. Et il dit mais je dois vous rappeler que l'AEW sans moi elle n'existerait pas, et en plus moi je me suis sacrifié, j'aurais pu finir Malakai Black avec facilité, comme j'aurais pu jouer la facilité en continuant de challenger pour le titre, alors que j'ai sacrifié cette chance dès le début quoi. Cette chance, putain c'est dur à dire. Cette chance dès le début. Voilà, tout ça pour dire à la fin I will not turn, je ne vais pas changer, je ne vais pas me retourner contre vous, complètement cassant le kayfabe tout de suite, et il n'a pas été vraiment applaudi. Je pense qu'il a essayé de faire cette promo en mode je vais essayer de mettre les trucs à plat, être sincère, et dire aux gens c'est pas la peine de me huer parce que je vais rester comme je suis, je vais faire mon John Cena en gros quoi. Et je crois qu'il y a encore des gens qui pensent ouais mais non c'est un work depuis le début, machin, c'est un heel qui se cache. Non, je pense que vraiment le gars il est à côté de ses bons. Et quand on regarde Road to the Top, je sais pas si t'as regardé ça. Non je sais pas, c'est trop. Moi j'ai regardé déjà les discours, je moi c'est mon côté oui tu digues, moi aussi il y a des moments où ça m'arrive de diguer sur des trucs. J'ai déjà regardé les trucs de cuisine de Brandy quoi, tu vois, mais ça c'est mon max parce que c'est de la cuisine donc ça passe.
mais parce qu'il y a des trucs vachement intéressants dedans par moment. Parce que quand tu passes baby shower et tout, genre voilà. Mais il y a ça des trucs ça redevient du niveau de Miss and the B6. où vraiment tu sens qu'il est complètement à côté de la plaque. Et après, le programme le fait aussi parce que quand il fait sa promo en mai dernier, tu sais, où il dit quand il va avoir le match avec Anthony Ogogo là, tu sais, le boxeur. Ouais, et tout. je me souviens très bien. Voilà, où il a fait toute une promo hyper patriotique. Ouais. Où il était complètement à côté. Ouais, promo au secours. Et promo Jeanne. Ils l'ont vendu comme. Tu sais, quand il a dit, ouais, je vais faire tel type de promo en backstage, t'avais Brandy, t'avais Tony Khan et tout ça qui disait devant la caméra, mais qui disait. Oh là là, t'es sûr, tu vas aller sur ce terrain-là, machin. Et lui dit ouais, je l'ai dans mon cœur et tout. Bon, ok. Et quand il fait la promo, tu t'attends à ce qu'ils disent mais qu'est-ce que t'as dit, c'est du grand n'importe quoi, comme la plupart des fans l'ont pensé ou les critiques. Et non, ils étaient en mode ouais, bravo, tu m'as fait pleurer. Donc c'est un peu ambivalent aussi. Ouais, mais il n'y a rien qui allait de toute façon dans cette rivalité là avec le drapeau de l'Union Jack sur Cody. Non, mais surtout face à un adversaire qui était nouveau, enfin un gars qui avait pas eu beaucoup de matchs sous son aile. Compteur, non, c'était pas le mec contre qui faire. Le gars, il avait 50% de vision parce qu'il a un œil qui fonctionne pas. Enfin, c'est pas le mec sur qui faire cette promo quoi. Mais bon, on a beaucoup trop parlé de Cody Rhodes, je crois. Notre temps est parti. Fallait que ça sorte, t'inquiète. Donc en tout cas pour finir sur Danielson et Kingston, c'est bon, mangez-en. De la même manière que évidemment c'est un petit peu lointain maintenant, vous avez dû le voir, on l'espère. Mais moi je me suis fait avoir et heureusement que j'ai Félix à mes côtés dans ma vie qui m'avait dit mais tu sais que le match de Danielson, donc Daniel Bryan contre Suzuki est sur YouFlute. Donc c'est sur YouTube, ne vous faites pas avoir, il est encore dispo, il est gratuit, donc allez-y, c'est officiel. Et t'as trouvé, parce qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal, j'exagère. Mais il y a des fans qui comparent beaucoup les deux entre Danielson Suzuki et Danielson Kingston. Lequel des deux t'as préféré ? Juste en un mot. Bah moi je te disais en off, j'ai un problème avec Suzuki en ce moment. Je dis bien en ce moment, c'est que il cabotine trop, mais c'est en écho évidemment au public américain. C'est pas le même rapport, c'est pas le même délire qu'à la NJPW. À son âge, bon ça fait un petit moment aussi qu'il fait ça, le coup du je regarde et pendant 5 minutes je fais je te tire la langue et tout, ou je rigole dès que je me prends des baffes. Enfin c'est un peu too much. Mais non, mais après il y a pas de problème, ça reste toujours de la très bonne facture. On sait qu'on va passer un excellent moment. Je sais pas si t'as vu d'autres matchs de lui là pendant sa tournée américaine. Non. Il est resté quand même pas, je crois, 2 mois, un truc comme ça aux États-Unis. Non, Parce que moi j'en ai vu, il a fait pas mal de matchs à la Game Changer Wrestling, à la GCW, qui font beaucoup de shows super en ce moment, vraiment. Ça cartonne pour eux et tant mieux. Il a fait un match notamment contre Joey Janela. Il a fait un match contre Nick Gage, qui était un peu fou. Enfin fou dans le match-up, mais le match lui-même était pas... Ah, le Janela, tu m'intrigues. Hein. Ouais, Janela, c'était pas ouais. Puis Janela, il le poussait, tu vois. D'accord, oui, en même temps. Il voulait cabotiner, et Janela était en mode non, tu viens avec moi et tout. Il a fait un match contre Chris Dickinson aussi, je sais pas si tu connais. Ah ouais, si. J'adore ce gars. Ouais. J'aimerais bien qu'il aille plus loin. Ça fait des années qu'il est sur le circuit, mais... Enfin bref, tu vois, il a fait un match contre Daniel Garcia... Je sais pas ce que t'en penses de Daniel Garcia d'ailleurs. On en a pas. Je connais pas plus que. Tu sais, c'est le jeune là qui est à la EW et qui est toujours avec les deux 2.0 là. Les deux Canadiens, ils avaient attaqué CM Punk, ils avaient attaqué Darby Allin. Oui, qui a fait un match contre Darby Allin. Ouais. En réalité, il a pas eu des masses de, parce que je le connaissais pas avant ça, mais il a pas eu des masses de place pour briller, si ce n'est le match en tant que tel qui était très bon. Enfin moi j'ai beaucoup aimé, mais je sais pas, enfin faudrait soit que j'aille creuser de mon côté pour sa carrière en dehors de l'AEW avant ça, ou qu'il ait un petit peu plus de place. Il va en avoir parce qu'il a signé un contrat. Non, il est très doué, ce qui nous permet une transition merveilleuse pour un autre match en termes de voltige et de technicité, même si je fais pas forcément tout dans l'ordre, mais Dante Martin contre Matt Sydal. Donc c'était super, ça. Génial, qui devait être initialement, donc pour recontextualiser, puisque Félix l'a fait tout à l'heure, comme un gros sac que j'étais, je vous ai pas dit que c'était dans le cadre d'un tournoi pour un title shot pour Full Gear, mais là en l'occurrence c'était un match qui initialement devait être Dante Martin et Lio Rush
contre les frères Seidel, mais l'autre frère était encore blessé, donc ça nous a donné avec d'énormes guillemets seulement Matt Seidel et Dante Martin, et quel match. C'était super. Ouais, vraiment là il continue. Je crois qu'il a que 20 ans, un truc comme ça. Ouais, il continue de sortir des trucs. C'est incroyable, vraiment, c'est d'une inventivité. Même quand il te fait un dropkick tout simple, c'est un truc de fou. Faut pour donner un ordre d'idée en termes de verticalité, vous imaginez les prises signature, genre un dropkick de Okada ou même maintenant de Ibushi, parce qu'il est un peu plus jeune, donc il peut se permettre un peu plus de hauteur, et vous rajoutez encore quelques crans au-dessus, quoi. C'est vraiment impressionnant. Il a une prise qui ressemble un peu à celle de Hiromu, où il passe par-dessus la tête et il vient renverser l'adversaire. Il a une demi-tête de plus en termes de hauteur. C'est Ricochet avec des ressorts. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a une dimension Ricochet. Il y a une dimension Ricochet qui est encore très très douée, Ricochet. Il a encore entre guillemets beaucoup de choses à apprendre, même si on n'est pas à sa place. Mais tu sens par exemple dans le match avec Matt Seidel qu'il a envie de donner, tu vois, il y a un côté agressif où il continue à combattre, tu vois, je sais pas comment expliquer ça, mais il est pas juste dans le monkey spot, le spot monkey comme on dit dans le jargon. Ça, oui, je mets les mots dans le. Vous remettrez les mots dans l'ordre chez vous, mais où Félix s'en chargera. Et alors, est-ce que tu as trouvé, parce que mes clés, ouais, c'est bon depuis. Oui, bah j'espère. Mais il disait que donc les matchs ont été enregistrés, les matchs de Rampage ont été enregistrés après Dynamite. Ouais. Et donc à la fin de la soirée, pour ceux qui y ont assisté à Boston, aux États-Unis, et il disait ils ont rediffusé les matchs dans l'ordre de l'enregistrement, et du coup ils ont placé Bryan et Eddie avant ce match-là et le dernier match de la soirée. Et donc il disait qu'après Bryan et Eddie, il y a plein de gens qui sont partis. Quel dommage. Et ouais, déjà, quel dommage. Mais est-ce que tu trouves que ça s'est ressenti ou pas ? Honnêtement, non. À moins qu'ils aient bien bidouillé niveau son. Ouais, ou qu'ils ont rajouté, je sais pas. Voilà, mais honnêtement, et quelque part, je vais te dire un peu sèchement, je m'en fous parce que j'étais tellement happé comme toi par le match que franchement, ça n'a eu aucun impact. J'ai pas eu de truc où. J'avais une baisse au niveau du public potentiel, et non, vraiment. TV, et pour apporter de l'eau à ton moulin, je suis vraiment d'accord ce que tu dis, que ce soit pas uniquement de la pure gymnastique, aussi acrobatique soit-elle, enfin du pur athlétisme plutôt. Et il y a vraiment il y a une plus-value et une vraie marge de progression, ce qui est impressionnant vu son jeune âge, mais le parallèle que tu as fait avec Ricochet est extraordinaire. Pour moi, il est un petit peu sur cette trace, et que j'espère le voir atteindre, qui pour moi est un seuil de qualité plus, à savoir le Ricochet de l'époque Lucha Underground, en tant que Prince Puma Jr. Et je disais ça parce que tout à l'heure, quand tu parlais de Ricochet, j'avais aussi des images des derniers matchs en date qui doivent pas mal dater, où il était contre John Morrison, et où c'était très drôle. Encore parce dans que le Thunderdome et tout. Oui, c'est ça, je crois. Non, on l'avait qui ? Si, parce qu'il y avait un spot où genre il se jetait. Oui, il a fait le saut de la corde par-dessus la barricade. là. Mais je crois que t'as raison. Mais bref, en tout cas, j'espère qu'il continuera dans cette veine-là. Et puis, on n'arrête pas de parler de lui, mais Matt Seidel, très impeccable aussi. Le gars, quoi. Il reste au top niveau depuis des années. Ouais. En mode. Enfin, on a l'impression qu'il est là, toujours là, normal. Il est jamais vraiment au top. C'est un catcheur excellent sur qui on peut compter quoi qu'il arrive, quoi. Complètement. Et je faisais la blague, je vous la refais, c'est cadeau, sans augmentation du prix, mais quel chemin parcouru depuis ceux qui le charriaient sur sa glissade à l'arrivée dans le Battle Royale là. Et voilà, évidemment. Mais bon, après c'était évident que le gars était solide et que c'était malencontreusement un fail de parcours. On enchaîne avec pas tout de suite. Objection. On a oublié un truc. On parlait de CM Punk tout à l'heure. Il y a eu une confrontation entre Eddie Kingston et CM Punk, parce que Eddie Kingston pensait que à un moment CM Punk se faisait interviewer par Tony Schiavone qui est partout, hein. Aux commentaires, dans les publicités, dans les interviews, enfin.
Et donc Eddie Kingston qui arrive, lui qui revient de son match, et il voit CM Punk, il pense qu'il se fout de sa gueule, donc il est vénère d'avoir perdu son match et il s'en prend à CM Punk. Et CM Punk qui lui dit avec beaucoup de condescendance: non mais va falloir te calmer mon grand, sinon je vais te go to sleep quoi, je vais te faire dormir. Mais ça donne vraiment envie. Parce que les deux, c'est des vétérans du catch indépendant. Ils se sont toujours un peu croisés, mais ils n'ont jamais été au même niveau. Maintenant, Eddie Kingston, il est beaucoup plus haut niveau. Parce qu'à l'époque où CM Punk il était à la Ring of Honor, où il était au top de la Ring of Honor, Eddie Kingston, c'était un peu le young boy, on va dire, de Samoa Joe, de Homicide, de Loki, de tout ce gang-là, quoi. Et il était jeune, il était beaucoup plus jeune à l'époque qu'eux. Et donc, c'est marrant de les voir maintenant tous les deux à ce niveau-là, et ça pourrait donner un super truc, surtout que les deux au micro sont géniaux, donc on va se régaler. Ils peuvent nous sortir un bon truc, quoi. Non, j'en doute pas une seconde, et là aussi j'étais même à plaisanter à la fin du match, je me disais bah ça valait limite le coup qu'ils perdent pour avoir ça, quoi. Donc comme quoi perdre c'est pas si mal aussi. Je rigole parce que ça me rappelle la fameuse phrase de notre président Sarko: mourir c'est pas facile, perdre c'est pas si pire. Non mais je vais te dire un truc, parce qu'il j'ai lu quelque chose, parce que moi je lis. Moi je lis, je moi je lis beaucoup. Même quand il n'y a pas d'image dans le bouquin. Il faut le lire. Qui disait que la WWE dans son booking, et je veux avoir ton avis là-dessus, mais booking, lire. Surtout que tu regardes plus que moi, mais oui, j'en reparlerai très brièvement mais tout à l'heure. ils arrivent pas à faire perdre leurs gars, que ce soit Roman Reigns, que ce soit Charlotte, Becky, enfin les top stars, quoi. Surtout mais même dans une moindre mesure, comment s'appelle-t-il, les membres du New Day. Oui, qui sont encore là actuellement, respectivement King. Il te dirait ça, il te dirait pas ça, mais comment il a perdu contre Lesnar. Oui, mais bon. Bref. Et donc ils avaient peur de ça, ils avaient peur de les faire perdre parce qu'ils pensent que faire perdre une top star, ça la diminue, et du coup c'est pour ça que ils allaient à outrance faire appel à des fins, tu sais, des fins genre double disqualification, interférence, double décompte à l'extérieur, à l'appel, que tout le monde dénonce depuis déjà pas mal de temps. Alors qu'à la WWE, alors qu'à l'AEW, ils arrivent à faire perdre des gens, genre Hangman Page qui était au top, hyper au feu. Même Jericho qui a dit récemment là sur sa promo contre l'autre Page et Scorpio Sky, qui lui a dit oui, je te concède le fait de m'avoir battu 2 fois, donc et qu'ils arrivaient à en faire quelque chose derrière, même à reconstruire un personnage avec la perte. Et c'est beau. Et voilà, que c'était 2 philosophies différentes, et que du coup ça pose beaucoup de questions autour de Roman Reigns, parce que notamment parce que lui, maintenant qu'il est heel, qu'il est au top, qu'il est vraiment plus accepté du public et qu'il est vraiment genre au-delà de toute proportion par rapport aux autres au niveau des ventes, de merchandising, d'audience et tout ça, il gagne contre tout le monde, et du coup oui, il a réussi à franchir l'indépassable Brock Lesnar, quoi. Ouais. Avec en plus une trahison de Paul Heyman, donc. En plus. Donc, qu'est-ce que t'en penses de ça déjà ? Première question, qu'est-ce que t'en penses de ces 2 philosophies de booking ? Est-ce que t'es d'accord avec cette analyse ? Et deuxièmement, est-ce que tu vois Roman Reigns perdre ? Et si oui, comment ? Alors j'aimerais bien, enfin entre guillemets, pas mélanger, pas les torchons, les serviettes, mais plutôt la garder de côté pour parler, enchaîner après sur la WWE et peut-être finir le dernier match. Donc on garde au chaud 2 philosophies de booking, et la deuxième question c'est: est-ce que je vois Roman Reigns perdre ? D'accord. Si oui, contre qui et comment ? Ok, d'accord. Pourquoi ? Et à quelle heure ? Ouais. Donc je garde ça en tête. Pour terminer donc la triplette Rampage, on a eu un fabuleux Abaddon et drôlatique, j'en parlais tout à l'heure du fait de me marrer, contre Britt Baker, DMD, vous le voyez pas mais on fait le mouvement des doigts. Donc en l'occurrence, vas-y, je te laisse commencer, je commence depuis tout à l'heure les lancements. Non mais c'était un trick or treat, donc, oui. Des bonbons à l'intérieur. Donc pas de titre en jeu, pas de disqualification aussi. Mais si elle la battait, elle avait le droit à un title shot. C'est ça. Et c'est ça
Et mouvement du doigt. et donc il y avait Britt Baker et ses deux acolytes, Jamie Hayter et Reba, qui étaient en zombie. Et Abaddon qui était dans son gimmick habituel, qui était en sa tenue du jour, qui est vraiment horrible, qui crache du sang et tout. C'est ouf le temps qu'elle doit mettre pour son maquillage, ses cheveux. Elle est vraiment dans son personnage. Et c'est au-dessus de Rosemary et de ouais. Et de zut, comment s'appelle-t-elle l'autre Su-Young, merci. Un Impact. Et c'est un autre délire, mais c'est ouais, mais c'est proche. On a l'impression vraiment, je l'avais déjà dit il y a après plus d'1 an, je crois, mais on a vraiment l'impression d'être face à un personnage des films de la trauma, quoi, des films d'horreur. Et donc oui, match relatif comme tu disais. Voilà, mais bon, hein, qui avait des bons spots. Ils ont tenté des trucs, ils ont tenté un truc avec la table qui a pas marché. Oui. Mais c'est pas grave. Presque 3 fois. Ouais. Ils ont fait ils ont sorti les punaises aussi. Et il y a eu tout un truc aussi. À la fin, j'ai beaucoup aimé avec Britt Baker, donc qui essaye de faire sa prise de finition où elle met sa main dans la bouche de son adversaire pour appuyer sur soi-disant un nerf qui fait extrêmement mal. Sous la langue, et donc sauf qu'elle se retrouve en face de Abaddon qui elle est un zombie cannibale, tout ce qu'on veut, et donc il lui mord la main, quoi. Donc on rappelle le gimmick de Britt Baker, au-delà d'être très doué et d'avoir une super aura, c'est d'être medical dentist, donc effectivement dentiste, enfin d'avoir été, pardon, excuse-moi, t'as raison, elle pratique plus, mais elle non, je crois qu'elle pratique encore, il me semble. Ok. Oh, je sais pas, à vérifier. Mais à vos coms. Et donc elle a dû gagner d'une autre façon, quoi. Ça qui c'était. Ouais, non, c'est très malin, et peut-être, j'en sais rien, je vais pas non plus m'enflammer, mais c'est ma volonté de voir Abaddon peut-être un petit peu plus pusher et travailler un peu plus quelque chose. Ça fait un peu ovni, hein. Bon, il y a beaucoup d'ovni à la UW, mais elle a plus de mal à s'insérer dans. J'ai peur d'un truc, d'un autre mec que j'aime bien et qui est très sous-exploité, c'est Dexter Lumis. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi sur ce catcheur-là, mais qui soit relégué uniquement au rayon freak et qu'on les sorte quand il y a des ambiances creepy ou une fois par an à Halloween, quoi. Ouais, mais lui, il a quand même eu... là, je sais pas où ça en est, la storyline, mais... Il est marié à... Indy Hartwell. Il a quand même eu vachement de storyline, enfin, c'était régulièrement... Oui, mais ça se concrétise jamais sur quelque chose de sérieux. Oui, mais est-ce que tous les catcheurs... On s'était déjà posé la question, c'est vrai. Est-ce que ça doit toujours se concrétiser? Non, mais c'est parce que c'est le cœur qui parle. Ouais, parce que j'aime beaucoup les deux, et voilà, ouais, c'est ça. Mais il y a plein d'autres questions là-dessus. Je pense que Abaddon, elle peut avoir sa place sans briguer un titre dans sa carrière, mais elle doit avoir une place outre que c'est Halloween, on la sort. Et tu m'avais d'ailleurs, rendons à Félix qui est à Félix, proposé un truc très intéressant concernant une alliance d'Abaddon avec quelqu'un que je trouve assez cohérente, et Malachi Black. Bah ouais, franchement parce que c'est le délire obscur, Dark et tourmenté, exactement. Mais et surtout parce que Malachi Black parle de House of Black. Ouais. Alors ça, pour l'instant il en parle comme c'est cultiste parmi les fans, en gros. C'est ça. Mais ce sera un contre Dark Order. Oui, voilà, ça pourrait être un contre Dark Order si jamais il y a un certain Bray Wyatt, vous savez, il est free. Putain, j'y pensais même plus, c'est vrai. Ça y est. C'est vrai. Jour, là. Alors après. Ce serait bon, ça. C'est pas apparemment, d'après les on-dit des uns et des autres, il n'aurait pas discuté contrat ou quoi que ce soit avec l'AEW. Je crois que Tony Khan se dit ne pas être intéressé, mais bon, ça c'est voilà ce qu'il dit. Et il serait plutôt versé vers des trucs hollywoodiens, je crois. Oui, mais bon. Après, faut voir comment ça se concrétise quand t'es plus dans le giron de la WWE, quoi. Mais bon, bref, on verra. Voilà. Comme tu dis, on verra. Et ben écoute, comme dit notre cher ami le roi Burgonde, très bien. Et je vais réenchaîner sur ta question d'il y a quelques instants. Donc qu'est-ce que je pense du booking global WWE, notamment de pas faire perdre leurs têtes d'affiche. Les deux philosophies, est-ce que tu es d'accord les deux philosophies, complètement. Et je vais répondre quand même un peu plus en détail. Et est-ce que je vois Roman Reigns perdre contre qui, quand pourquoi Alors la
première, quelle oui, température, quel thermostat. Je suis tout à fait d'accord, même si ça m'attriste un petit peu. Après, comme vous le savez, la WWE a un truc un peu à deux vitesses avec le NXT qui est devenu un gros foutoir, j'en dirais quelques mots après. Ah ouais, c'est horrible, je me retrouve à faire un truc que C'était un gros oui. fanat de NXT que tu regardais religieusement. Ouais, là je me retrouve à faire un truc qui est vraiment pas bon signe, c'est de regarder le show en plusieurs fois. Ouais. Donc je me force entre deux crises d'épilepsie là sur leur nouvel habillage couleur où tu vomis des arcs-en-ciel. Ouais. Mais vraiment c'est vraiment désagréable, hein. Ça attaque l'œil, enfin bref. Et grosso modo, bah, oui, pour les deux types de booking, ne pas faire perdre les personnes installées, bah, Roman Reigns, c'est devenu même plus un running gag, quoi. Là, ça fait 5-7 ans quoi, que ça dure qu'il le push. Oui, ça parce qu'on s'est focalisé sur lui, mais pas que, hein, bien sûr. Certes, mais là, je parlais présentement dans son règne depuis SummerSlam, en gros, quoi. Ouais, depuis SummerSlam, mais même si on prend d'autres exemples, t'as Shinsuke Nakamura qui a perdu son titre de King of the Ring donné récemment à Xavier Woods. Enfin, il l'a pas donné. Gagné dans un tournoi par Xavier Woods et en même. Il était King of the Ring. Bien sûr. Nakamura, ou bien il était sûr. Juste roi. Non, il avait pris le titre à Baron Corbin. Ah, d'accord. Ok, mais il a pas gagné dans un tournoi. D'accord. Non, il y a un moment il a décrété, il l'a trollé et tout, et puis il y a un moment il a gagné officiellement. Mais en gros, c'est toujours ça en fait, c'est des têtes d'affiche comme tu dis, même si c'est dans des moyens détournés, pas forcément d'aussi gros titres que le titre universel ou le titre le championship le championnat le titre de WWE, je vais y arriver, qui en ce moment est détenu par Big E et qui l'a été pendant un petit moment par Bobby Lashley et avant ça par Drew McIntyre, mais ouais c'est difficile. Alors McIntyre c'est pas un bon exemple parce que c'était pendant la pandémie, c'était très particulier comme façon de gérer le truc, même s'il a pas démérité. Il a perdu le titre contre Randy Orton avant de le reprendre. Ouais. Mais moi quand je pense à ça, quand je te dis ils évitent de faire perdre leur star en usant de tactiques irrégulières entre guillemets avec les interférences et tout ça, les disqualifications. C'est par exemple t'as un match Bianca Belair contre Charlotte Flair. Oui. Bah c'est le très bon autre exemple. Et alors que Bianca Belair déjà elle a perdu contre Becky Lynch d'une façon pas très glorieuse. Tout ça pour remettre Becky Lynch sur le tapis, dans le mix. Et la suggestion d'un double titre pour Becky Lynch. Et au lieu de faire gagner Bianca Belair contre Charlotte par exemple, et d'éviter tout ce délire après, je sais pas si t'as vu, mais d'échange de ceinture. T'as vu tout ça Non. J'ai vu qu'il y avait une brouille entre Charlotte Flair, grâce à toi d'ailleurs, et Becky Lynch. Je sais pas si on dit le ou la draft, parce que je vois écrit la draft en ce moment, mais bon. Ouais, je dirais la draft, parce que c'est un transfert, peu importe. Ouais. Becky Lynch était championne de SmackDown et passée à Raw, et l'inverse pour Charlotte. Donc du coup, les ceintures, elles avaient pas les bonnes couleurs. Donc ils ont juste échangé les... Voilà. Non mais ce genre de truc là, tu vois, j'ai complètement arrêté de suivre. La draft pour moi c'était une aberration. Je ne voyais pas les impacts, je ne voyais pas l'intérêt. Je voyais les noms s'afficher, je me suis d'accord, bon, quand il y avait des nouveaux styles, typiquement des gens de la NXT qui montaient sur le main roster, d'accord, mais sinon, bref. Mais c'est bien que tu aies évoqué le cas de Charlotte, parce que tu vois qu'ils se noient vraiment dans leur crachat, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait là récemment avec la provoque de Sasha Banks, qui est quand même une taulière, face à Charlotte pour un petit peu ébranler de Queen, ça a été de ramener Shotzi Blackheart dans le main roster, je pense, officiellement maintenant, qui était revenu aussi de manière complètement absurde avec Tegan Nox en duo face aux championnes féminines de l'époque qui étaient Natalia et Tamina. Et quand on parle d'absurdité, ça aussi ça se tient là, le règne a été beaucoup trop long, et elle les avait fait venir, ils les avaient battus je crois même 2 fois. Et elles sont reparties quoi. Et on les a plus revues ni à NXT ni à
Ça a aucun sens, quoi. Ça vraiment en termes de rythme, de gestion des talents. Et donc oui, pour ta réponse, et je vais revenir enfin à Roman Reigns. Je ne sais pas, parce que là on a eu le Crown Jewel où effectivement il a battu en trichant, parce que ça reste un heel et très optique, cheat to win quand même, au-delà de son côté. Jusque là, il gagnait pas forcément en trichant. Hein. Non, il a eu effectivement le double pin contre Edge et Daniel Bryan avant de reprendre son nom de Danielson, effectivement. Mais là, voilà, je pense que c'était pour à peu près faire amende honorable de ces Brock Lesnar, donc on bat pas clean Brock Lesnar, malgré tout. Donc c'est là où tu te dis que c'est mal barré, enfin, tu sens qu'il est pas battu clean, donc ça veut dire potentiellement il reviendra. Enfin, il y a un truc en ce moment où il a dégommé Pierce, qu'il l'avait viré. Donc je ne sais pas, là je ne vois pas, hein, c'est la question à 2 balles, hein, qui pour s'opposer à Roman Reigns, et encore moins qui pour le battre, parce que là c'est pire que Krusty Bat, quoi. Donc rêve de pub, hein, des années 90 pour ceux qui n'ont pas, mais donc je n'ai pas d'heure ni de température ni de temps à te donner, parce que je ne le vois pas perdre, et moi je vois bien la WWE se gargariser dans leur plan long de 5 et quelques années de enfin mettre Roman Reigns à cette place là, quoi. Et cet acharnement thérapeutique. Si t'as plus de challenger. Bah, je sais bien. Mais c'est affreux ce que je vais te dire, hein, comme réponse de conclusion. Peu importe. Parce que maintenant, je regarde en fait en diagonale les shows. Je les regarde quand même, hein, mais je. Ça me. Ouais. J'ai pas de. Peut-être que le seul titre où j'ai vaguement de l'enjeu, c'est peut-être le titre de la WWE, où il y a des petits trucs sympas. Même pas spécialement pour Biggie, mais parce que il y a un turnover, il y a des trucs, des propositions intéressantes, des petites rivalités qui sont pas forcément directement pour le titre. Mais ça se tient à peu près. Mais là. J'ai pas de. De toute façon, le titre universel, c'est tellement un merdier depuis sa création que voilà, quoi. Le seul moment où il aurait pu avoir un règne intéressant avec Finn Balor, ça n'a pas tenu, il s'est blessé pendant le match. Bon, je dis pas qu'il aurait sauvé le truc, hein, mais bref. Oui, surtout que c'était le tout début. Hein. Ouais. Donc voilà, je sais pas. Pareil, en ce moment, voilà, WWE, je regarde, mais vraiment de manière de plus en plus distante, et le truc qui me fait perdre vraiment la foi, c'est NXT, quoi. NXT, vraiment. Ouais, c'était le dernier bastion. Ouais, c'était vraiment. Champion. Quelle blague. Pour encore combien de temps, je sais pas. Ouais, mais... puis même, moi, je trouve absolument pas crédible en champion. Vraiment, tu sais, le dernier. Bon, il n'est pas le seul, il y a encore genre Roderick Strong ou Kushida, voilà, qui sont encore là. Mais on dirait vraiment le dernier bastion de l'avant, du monde d'avant. Ouais, oui, contre Gargano, parce que là Gargano, oui, il est dans son truc, il est dans son truc comique. Oh là là, ils ont fait un truc là pour le NXT Havoc, là, Halloween. Ouais. En fait, il finit en tant que beau-père de la famille là, de The Way, qui est ce regroupement entre Gargano, Candice LeRae, Indy Hartwell et donc Dexter Lumis dans la famille, vu que maintenant l'autre fils, ton boy, Austin Theory, est parti donc à la WWE, et il roule bien sa bille, hein, donc ta fameuse prédiction, j'en dirai pas plus. On attendra plus tard pour que Félix puisse vous dire je vous l'avais dit. Donc voilà, il bat Jeff Hardy, il fait des selfies, c'est bien, il s'éclate. C'est pas comme Karrion Kross. Non, puis tu sens qu'ils veulent le pousser. Oui, ils lui ont pas mis une tenue affreuse. Oh, putain, quelle horreur. Il a disparu, hein, Karrion Kross. Ouais, il a disparu, ouais, Kisly, machin, Bearcat, là, ou je sais pas quoi. Oh, quel cauchemar. Bref, ne parlons pas des choses qui fâchent. Mais c'est tellement... Pour Kisly, il doit être tellement au bout du rouleau que tu sais, c'est l'effet inverse. Il y a presque un... J'exagère, on va me dire, oh là là, je pense, c'est de l'anti-WWE, c'est de l'anti-Vince McMahon ou je sais pas quoi. Mais ce qu'il raconte dernièrement, c'est que il est au contraire, il est très reconnaissant de ce qui se passe actuellement. Par rapport à ça, j'avais une théorie comme Austin. C'est que parce que tu me voyais en train de chercher des yeux un truc, je cherchais mon téléphone parce que je voulais vérifier l'Instagram de Mia Yim, et je me demandais, tu vas comprendre, qui est sa compagne. Oui. Et j'étais en train de me dire tout bêtement, est-ce qu'elle est pas là puisqu'elle est enceinte? Ah bon? Je me demande.
Je me demande. C'est une question que je me pose. Je vais t'expliquer mon cheminement. Est-ce que simplement, en fait, il est content d'avoir un truc où il va, il fait son job, même s'il n'est pas super épanoui, il rentre les sous et il a du temps dans sa famille et basta, quoi. On en a besoin. Mais non, il disait qu'il était reconnaissant du fait que avant, il comprenait pas pourquoi ça n'allait pas pour lui. Parce qu'il n'avait pas de contact avec Vince McMahon. Ouais. Alors que maintenant, qu'il est complètement modifié, il change de nom, etc., il interagit beaucoup plus avec Vince McMahon. Et donc, t'y crois, toi ? Très content. Donc, on a l'impression qu'il se contente de peu de sa maltraitance, entre guillemets. Tu veux dire que ce serait le nouveau Kevin Owens ? Je sais pas si Michael serait d'accord avec la comparaison. En plus, c'est affreux ce que je vais dire, hein, mais ils ont la même tendance, talentueux, physique atypique. C'est curieux, hein. Ouais. C'est curieux, on va pas faire de la psychologie de bazar, mais bref. On pourrait. Voilà. Mais en parlant de malheur, parce que voilà, après on parlera de bonheur. Mais parlons peut-être un peu de la New Japan, tu vois. On peut. Vu que j'ai enfin vu la fin de J1 Climax. Parce que qu'en dire ? Que dire ? Elle semble un peu maudite quand même, cette New Japan, depuis la rentrée de la crise sanitaire. C'est pas folichon, hein, c'est pour ça que j'étais pas pressé de... Pas de sa faute. Oui. Parce que là, on avait le J1 Climax qui était donc décalé à cause des JO. Là, pour le coup, pour de vrai. Parce que l'an dernier, ils avaient gardé le décalage alors que les JO avaient été reportés. Et donc le G1 Climax a eu lieu en automne et c'est terminé il y a 10 jours, je sais plus exactement, mais oui, je crois que c'est ça. Et donc le tournoi avait commencé avec dès le premier jour une blessure pour Tetsuya Naito, et au dernier jour il s'est terminé avec une blessure de Kota Ibushi en pleine finale. Où il s'est complètement pété le bras, enfin en tout cas il luxait l'épaule plus précisément sur une mauvaise réception d'un Phoenix Splash, et donc Okada a gagné de facto. On ne sait pas si Okada devait gagner, mais je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense que oui, parce qu'Ibushi il est en finale depuis 4 ans, il a gagné 2 fois de suite. Le J1, Okada il fait sa remontada. Je pense aussi. Donc voilà. Et moi j'ai envie de te sonder sur... parce qu'on en a parlé un petit peu en off, mais c'est bien aussi d'en parler en on, avec vous, avec vos oreilles toutes ouvertes. Qu'est-ce que tu penses de ce délire de Okada avec la ceinture IWGP Heavyweight qui dit non, mais moi le titre World Heavyweight, moi... Alors on peut récapituler. Pour. On peut peut-être c'est très politique, hein, comme Cody, c'est très politique. Complètement. Mais on peut peut-être récapituler parce que c'est un vrai merdier déjà de base. Si tu veux. Donc il y a une unification des titres qui tenait à cœur effectivement à Ibushi, qui a eu lieu. Oui. Un temps assez court. Il y a eu, en fait, c'est Naito qui avait unifié les titres parce que lui aussi c'était un de ses trucs. Voilà. Il a unifié les titres. Ça c'était son envie à lui de base. Il a unifié les titres. Evil lui a repris les titres. Evilda. Et ensuite, il me semble que Naito les a repris. Et après, Ibushi a vaincu Naito et donc a eu les titres unifiés. Et lui, son délire, c'était vraiment les mélanger, quoi, de les fusionner. Et d'en faire, donc, un seul et unique titre. Ouais, exactement. D'arrêter la lignée du championnat poids lourd historique et celle du championnat intercontinental, et d'en faire un nouveau titre, le titre de champion du monde poids lourd IWGP, et donc voilà, on en est là. Ospreay a remporté ce titre ensuite, puis il a eu une blessure, il est reparti en Grande-Bretagne en plus. Shingo a remporté le titre vacant. Et maintenant, Ospreay s'est remontré aux États-Unis avec sa ceinture en disant moi je l'ai pas perdu, je suis toujours champion. Il défend ce titre à la New Japan mais aux États-Unis dans leur filiale américaine. NJPW Strong. Oui.
Et Shingo, pendant ce temps-là, se trimballe avec la même ceinture au Japon. Et Okada qui vient de mais ouais, non, mais c'est le bordel. Et Okada qui vient de remporter le G1 a eu une opportunité contre Shingo à Wrestle Kingdom, qui sera en 3 soirs pour les 50 ans de la compagnie. Et ça va être compliqué. Oh là là. Et je pense que c'est pour ça. Les 2 soirs, c'était poussif. C'est pour ça qu'il y a ce délire-là. Parce qu'Okada il a dit non, moi je reconnais pas ce titre-là. Moi je suis champion poids lourd IWGP, je l'ai toujours été, je le serai toujours. Viva la Revolution, tout ça. Et la Revolution siempre. Et donc on a 3 champions. On est censé avoir 3 champions à la New Japan. Voilà. Alors moi la réponse que je vais te donner, c'est s'ils arrivent à gérer le truc et à tomber sur quelque chose d'à peu près unifié, chapeau bas. Mais en réalité, c'est tout ce que je déteste dans les crossovers et dans les univers où normalement tu peux faire rentrer des gens dans une œuvre. Alors je m'explique, je pense au catch, je pense aux comics, aux comic books, etc. Il y a une phrase que je cite souvent dans le Catch à Cast et ailleurs, qui est une phrase de Stan Lee où il disait il faut toujours se dire qu'un comic c'est le premier comic books de quelqu'un. Et là c'est affreux. Tu peux pas faire pire en fait. Quelqu'un qui dit ah putain cool, on m'a conseillé du catch puis on m'a dit que le catch japonais c'était bien, il tombe là-dessus, bah, il regarde, il fait mais dégagez quoi. Parce qu'entre le manque de hype comme tu dis qui est quand même allé dans un ratio, on va être gentil, 75% pas leur faute et 25% un peu quand même leur faute, et ça c'est tellement imbécile. Autant l'Universal Champion avec Roman Reigns, c'est bateau, c'est monolithique, c'est pas très malin, c'est pas très subtil, bleu, mais la chaud bleu, et le mec il change pas de ceinture, donc comme ça c'est réglé. Mais là non, c'est vraiment un gros non parce que c'est vraiment du gâchis de talent, du gâchis de narration et puis là tu vois, on disait que on parlait du délire de changer les ceintures. On n'en a pas trop parlé, mais je vous renvoie aussi à l'épisode qu'on a fait sur les champions, hein. C'est pas juste un objet, la ceinture de catch, c'est un symbole, c'est une métaphore. Oui, puis c'est un enjeu narratif, et puis même il y a le côté comme le masque. Mais c'est aussi le dernier carcan de légitimité sportive quand même. Ouais. C'est le seul rappel. Quand tu regardes en apparence, en tout cas, c'est le seul rappel que à la base c'est un sport et c'est censé être un sport simulé, etc. Donc d'échanger des ceintures comme ça et donc nier l'héritage des 2 ceintures ou la lignée des 2 ceintures en disant cette ceinture c'est qu'une ceinture, qu'elle soit rouge ou bleue, j'en ai rien à foutre, voilà. Non, mais... Et là c'est pareil, Okada il se ramène avec une ceinture et il dit c'est la mienne. Je te dis le problème, je reviens à mon exemple des comics parce que c'est parlant, c'est vraiment les arcs de crossover de chez Marvel ou d'ici, même si les gens ont plus dans l'esprit ceux de Marvel, mal écrits. C'est typiquement ce genre de truc-là, où ça part dans tous les sens, où on te dit « Oui, mais t'as pas compris la substantifique moelle de la base de ce crossover qui normalement doit tenir en 6 tomes, mais si tu veux comprendre tous les tenants et les aboutissants, en fait, il faut avoir lu la mini-série de machin de mes couilles. » Non, c'est-à-dire que le truc il doit y avoir une série en 6, puisque les crossovers comics, ça marche comme ça, en 6 tomes, et le reste, c'est du pur bonus. Ça doit pas aller plus loin que ça, quoi. Ouais, mais... Et oui, vas-y. Ouais. Mais... Je terminerai sur un truc. Tu l'as très bien résumé. Il y a 3 titres en vadrouille, parce que là, effectivement, Okada s'est fait verrouiller son truc. Et en parlant de vadrouille, c'est un putain de merdier comment les gars se déplacent au Japon, aux États-Unis et compagnie, pour des raisons probablement familiales, pour des raisons économiques parce qu'ils veulent faire sanitaire encore, parce que c'est encore très... Alors familial, sanitaire, économique pour la NJPW parce qu'ils veulent quand même pousser la NJPW Strong qui est assez tristoun, hein, faut dire ce qu'il en est. Il y a pas d'enjeu, il y a pas d'intérêt particulier dessus. Le PDG là, parce que la direction a changé. Hein, l'an dernier, Harold Meij il s'est fait dégager et le nouveau PDG, il est très pro développer la branche américaine. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils refont des tournées là. Et qu'ils envoient des catcheurs japonais aux États-Unis, parce que dans l'autre sens ça marche pas. Oui, c'est n'importe quoi. Et tu sens qu'ils posent leur bille aussi en les envoyant à la EW et compagnie. Mais pour l'instant, c'est un merdier, mais
astronomique. Et là, non seulement il ramène pas de nouvelles personnes avec ça, il donne pas envie en tout cas, et en plus, pour ceux qui sont là, moi je t'avoue, ça fait très longtemps, ça fait quelques années que j'ai mon abonnement officiel NJPW, que je gratte un peu, que je suis en train de réfléchir à l'arrêter, quoi. Ça fait quelques mois que je suis en train de me dire, et je pense que Wrestle Kingdom, ça va être un bon tournant, quoi. Oh là, ils vont devoir faire un effort. J'ai peur, de ouf moi aussi, mais pour faire un truc potable. Mais moi, vraiment, par rapport à ta comparaison, là, ton analogie sur les comics et les crossovers, pour moi, c'est pas vraiment les crossovers. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas les crossovers. C'est plutôt, tu sais, quand on a plusieurs Spider-Man ou plusieurs Superman qui sont dans des séries différentes. T'as Amazing Spider-Man, Ultimate Spider-Man, chacun a son Spider-Man, t'as Miles Morales d'un côté, t'as Peter Parker de l'autre, etc. Et quand ils font un comics, pour le coup un peu crossover, mais plus crossover sur un personnage, là t'as plein de Spider-Man différents qui se mélangent, par exemple, au lieu de juste un crossover entre, je sais pas, Superman et Green Lantern et Batman dans un même arc. Là c'est comme si t'avais 3 fois la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Et donc tu sais plus c'est qui le vrai super. Oui, toi ça qui ressemble. Juste Spider-Man ça ressemble aux différentes aux Terre 0, Terre 1, Terre 2 ouais, de exactement. DC Comics. Exactement. Et là, ils veulent réunifier. C'est qui Superman de Terre 1? Oui. Oui. Tu vois, c'est complètement embrouillé. Oui, tu fais bien de préciser, mais voilà, pour dire déjà, même avec des analogies qui sont de plus en plus partagées de l'univers des comics mainstream, on n'arrive pas à s'y retrouver. Donc, une mère y perdrait ses petits, quoi. Donc, comme on dit. On verra. En plus, il y a des trucs pas. Il faut rappeler, et je m'arrêterai là-dessus, je te laisserai le dernier mot, histoire qu'on ait une émission aussi digeste. Si t'as des. Parce que t'avais dit qu'on finisse quand même sur des jolies choses, du bonheur un petit peu. T'as aussi des départs aux États-Unis qui étaient pas très clair aux États-Unis ou en Angleterre. Will Ospreay, quand il était parti, c'était pas super clair quand même la façon dont il est parti. Ouais, il y avait un truc dans son contrat où il était censé ne pas partir normalement immédiatement. Enfin, bref. Et même bref. Voilà, je m'arrête là. Juste pour finir là. Fini et enchaîne sur Japan, ton mot de la fin. On va avoir donc 3 Wrestle Kingdom, enfin 3 soirées de Wrestle Kingdom. Avec 3 champions, a priori, tu penses que ça va se dégoupiller comment? Parce que moi, j'ai alors que d'habitude, j'arrive à imaginer des scénarios et tout ça. Je suis pas souvent correct, mais au moins, ça m'inspire assez pour imaginer des trucs possibles. Là, je sais pas comment ils pourraient partir. Tu vois, j'ai essayé de me faire l'exercice de réflexion il y a quelques jours. Est-ce qu'ils font un triple menace? Est-ce qu'ils font un tournoi d'unification? Mais comment ils font pour l'organiser? Enfin, j'ai l'impression qu'ils vont forcément aller dans le mur. Je vois pas une issue possible qui soit une bonne issue, quoi. Surtout qu'Ibushi sera peut-être pas encore de retour. Naito, on sait même pas encore. Tanahashi va pas toujours sauver la baraque. Jay White, il est encore aux États-Unis, donc. Point d'interrogation aussi. Moi, le seul truc qui serait à peu près positif, c'est de garder Shingo en mode top. Genre, il se débarrasse d'Okada, il se débarrasse d'Ospreay, il dit non, c'est moi le champion. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est tout. Juste mettre un peu de stabilité, parce que Shingo, c'était ça à la base, c'était de mettre de la stabilité. Mettre un peu de nouveauté et de la stabilité. Ce serait d'autant plus intéressant qu'il y avait une interview post-match avec, je crois, Bushi qui disait, qui pointait que Los Ingobernables avait du mal à tenir stable, je pense qu'il fait autant référence implicitement aux blessures qu'elle a tenu entre eux, parce qu'il y a, pour rappel, Evil qui était un des hommes forts qui est parti au Bullet Club, donc c'est complicado, voilà. Tu voulais terminer sur une note de bonheur, tu nous avais dit. On a aussi vu le premier épisode de APC Evolution. Oui, catch français. Un peu de local. Parce que l'APC a donc, comme par hasard, on fait un show de rentrée, nous, où il se passe rien, et après le vrai show de rentrée. Comment il est deg. Ah ouais, je suis deg. Où il se passe plein de trucs et on n'est pas là. Enfin, bref. Et donc ils ont décidé qu'ils allaient au bar La Lucha Libre faire des shows mensuels à Paris. Et donc pour inaugurer leur nouveau titre de championnat. Et c'est ça le côté positif, je trouve. C'est un titre de championnat qui s'appelle donc Evolution et qui est un titre intergender, donc qui peut être décerné à la fois
aux catcheurs et aux catcheuses. Après, bon, ça peut se discuter parce que on a déjà eu une femme qui s'est battue pour le titre de champion APC, oui. Et on a maintenant une équipe féminine comme champion, comme champion, parce que c'était un titre masculin de base, comme champion par équipe à l'APC. Ouais. Donc leurs titres sont déjà intergenres. C'est ça. Donc bon, il arrive un peu trop tard, je trouve, le titre, mais n'empêche, au niveau symbolique. Ouais, je pense, oui, c'est déjà génial, ouais. Et puis ça utilise aussi la lucha libre au centre de Paris, c'est quand même pas mal, quoi. Et de retransmettre en plus sur YouTube gratuitement, c'est royal. C'est royal pour amener du monde. On salue Sabrine aussi, hein. On l'a vu. Oui, coucou à Sabrine qui faisait la captation et qui était avec nous sur la fameuse émission CM Punk. Ouais, yes. Tout à fait. Voilà, qu'est-ce que t'en penses toi de la même micro-déception que toi, à savoir que pour un tournoi intergenre, moi je crois qu'il y a eu un couac magistral. Alors je demande pas, et toi et moi on n'est pas des acharnés de une parité absolue, mais il y avait 2 nanas. Pourquoi pas les mettre contre eux dans des poules différentes. Sur 8 participants, donc 4 matchs, il y avait un match avec 2 participants. Anastasia Bardot et l'autre qui est nouvelle, Molos. Je m'en excuse auprès. Tu t'as retenu. Molos. Super, Molos. Je m'excuse donc de ne pas avoir retenu son nom. Waf. À vous, cher Molos, et bienvenue dans le monde du catch. Mais ouais, c'est un peu con-con, quoi. C'est un peu con-con, c'est dommage. Pour moi, c'est vraiment une occasion loupée. Ils peuvent pas trop dire manque de talent. Je comprends, ils voulaient mettre comme tu disais quand on le regardait, ils veulent mettre un peu des gens qu'on voit pas trop à l'APC dans ce tournoi-là. Des Stan Corey, des Balzac aussi, parce qu'on le voit, on le voit un peu, mais pas tellement. Kuro. Pas tellement à l'APC. Ouais, voilà. On en découvre de nouveaux aussi. Et puis ouais, deuxième déception, Ravage qui arrive blessé. Mais il est toujours blessé, ouais. Mais c'est pas tant la blessure, ça arrive. Il prévoit sans grande surprise un remplaçant. Mais oui, c'est un remplaçant Thiago Montero qui est pas non plus un nobody et qui a déjà qui est installé, quoi. Qui a déjà un push avec son nouveau personnage. Bah oui. Sa nana, je sais pas si c'est sa nana, mais en tout cas sur le ring, il a une. On sait pas si c'est à la ville, mais en tout cas c'est au ring. Donc bon, c'est pas nécessaire pour lui. Ouais. Mais c'est occasion loupée, les 2 petites occasions loupées. On râle hein, parce qu'il y a vraiment une volonté de bien faire. Oui, on peut souligner aussi. On peut souligner aussi au niveau de la captation. C'est, je pense, vu le peu de moyens niveau vidéo, etc. C'est plutôt propre. Audio, il y a des gros effets de décalage de saturation sur les entrées, mais je pense qu'ils ont dû s'en rendre compte et que le tir sera rectifié. Mais il faut aussi savoir à leur décharge. Ils auraient pu faire des commentaires, tu sais, post. Ah, moi je pense que c'était bien. Post-enregistrement. Ouais, moi non. Moi je trouve que c'était bien. L'ambiance de la salle étant petite, ça fait le job, voilà. Et deuxième truc, oui, on peut aussi, là, je pense au niveau de l'acoustique globale, c'est pas évident à gérer, donc voilà, on peut leur laisser ça aussi. Et puis je pense qu'il y a vraiment une volonté de s'améliorer, et c'est cool comment, pour qui connaît et est venu un peu voir ces matchs-là, effectivement, à l'APC ou au Lucha, de voir la volonté de bien faire. Nous, on a la chance d'avoir 2 des personnes qui sont assez en place forte, à savoir Volodia et Sabrine. Donc c'est cool. C'est cool en espérant que ça continue. Le poteau Ravage et le poteau Ravage, évidemment. Le patron Pete Balek aussi qu'on salue. Bien sûr. Mais oui, donc qui arrive toujours à l'heure. Oui, en plus, ce que je voulais dire, c'est que ouais, il y avait donc 2 catcheuses parmi les 8 participants. C'était un peu maigre. Mais surtout qu'à l'APC, ils ont maintenant des catcheuses, ils ont Calypso, ils ont Delia, ils ont Alexis Maria, Mariana, donc ils avaient de quoi faire, quoi. Ouais. J'ai pas grand chose de plus à te dire, mais ça viendra. Oui, on est des râleurs invétérés parce qu'on vise toujours over the top, un peu comme la volonté de ceux qui ont lancé effectivement ce APC. On est passionné, on veut que ce soit au meilleur de. Oui, et puis je pense que ça peut être. Je pense qu'on veut peut-être aussi aller un peu plus vite que la musique parce que c'est vrai qu'il y a eu tellement de merde au niveau du catch. Qu'on savait un peu larver mais qui ont popé avec beaucoup de scandales notamment, donc je pense que on se disait c'est vraiment le moment de redorer le blason, que les choses soient faites. C'est bien, au moins il montre qu'il y a cool, il y a une volonté. Il y a la volonté de... Parce qu'en plus il me semble que c'est une première quand même en France, un titre intergenre. À ma connaissance, intergenre, et puis place de catcheuse aussi mise en avant, ouais.
à part l'époque où elle sortait vraiment du lot à Malais avant de partir à la NXT UK, il n'y avait pas beaucoup de mise en avant si conséquente, quoi. Et puis Shana aussi. Ouais. Mais c'était les deux seuls vraiment qui avaient grosse place parce qu'elles brillaient en Allemagne, en Europe. Après, ça peut peut-être ramener Kiara Kimera aussi. Oui, évidemment, espérons. Mais voilà, elle a déjà, pour qui la suit un minimum, elle a déjà beaucoup à faire de projets perso et de trucs à faire. Et si au hasard Balthazar elle nous écoute, on la salue. Voilà. Puis c'est pas exclu qu'un jour peut-être elle vienne à notre micro, on touche du bois, ça avait été évoqué. Sur ce, on va rester là-dessus. Merci Félix pour cette proposition effectivement si agréable qu'impromptue. Et puis nous, on va vous saluer. Vous savez que vous nous retrouvez sur CatchaCast, Twitter et Facebook. Pour être transparent, je pense que l'alimentation de l'Instagram, ça demande trop de temps à titre personnel. Donc je préfère être cash. Si vous n'avez pas eu d'update, ne vous étonnez pas. Donc essentiellement Twitter, Instagram, Facebook, Instagram, pardon. Non, Twitter, Facebook, je vais y arriver. Ouais, je vais y arriver. Et puis sinon, vous me retrouvez à titre perso sur mlemedi sur Twitch, twitch.tv/mlemedi, MEHDI pour Mehdi, sur des streams. Et puis on verra à l'occasion. On force pas notre chance, mais pourquoi pas les prochaines fois enregistrer ça en live, ça peut être rigolo. On a des idées pour le live aussi. Oui, c'est prévu, vous en faites pas. Des belles petites choses. On vous salue, prenez soin de vous et comme on dit souvent, amour et suplex. Ciao. You can,